Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Magistrats, personnel de santé, enseignants, le pays connaît depuis un moment une récurrence de mouvements sociaux et de grèves paralysant parfois certains secteurs. Pourquoi autant de mouvements sociaux dans un pays en pleine post-crise? Quelle est la responsabilité du gouvernement et celle des citoyens? Comment faire en sorte d'atténuer les souffrances des Maliens? Quelques questions auxquelles nous allons essayer de répondre avec nos invités qui sont Agibou Boiré, il est de l'UNTM, c'est l'Union nationale des travailleurs du Mali, Khalifa Maïga de la Fédération malienne des diabétiques, Ismaël, Fédération nationale des diabétiques, autant pour moi. Ismaël Alassane, il est lui sociologue et chercheur, c'est bien cela. Et Djouka Madi Sissoko de la Fédération nationale des parents d'élèves FENAPEM. Je suis Ousmane Diadje Touré pour vous présenter cette émission. Elle est mise en onde par Nouhoun Djiri. Le grand dialogue. Plusieurs organisations de la société civile au Mali appellent le gouvernement à agir rapidement pour éviter une crise sociale durable. On remarque depuis un certain temps une récurrence de mouvements sociaux et de grèves. Ismaël Alassane, vous êtes sociologue. Comment expliquer justement dans cette... le Mali est un pays en pleine post-crise. Comment expliquer autant de mouvements sociaux, autant de grèves? Merci, c'est bien M. Touré. Merci. Bonsoir à vos auditeurs. Comment expliquer? En fait, c'est les problèmes qu'il explique. Il n'y a pas une explication qui tienne à la fois pour tous les syndicats. Chaque syndicat a vu ses réalités. Mais de façon générale, c'est les problèmes, aussi bien l'État que les syndicats. Chacun est mu par les problèmes et ses intérêts. En fait, ils ne sont pas nécessairement divergents, mais la grande question, c'est jusqu'où les deux acteurs doivent aller pour trouver le juste milieu, pour ne pas aller au débrayage et aux nombreuses grèves dont nous sommes tous les jours témoins. Alors, moi, la question qui me vient à l'esprit tout de suite, est-ce que ce sont des problèmes qui n'existaient pas avant? Pourquoi c'est maintenant que toutes ces doléances-là font surface? Ben, c'est simplement que, comme on dit, chaque chose a un départ. Ouais. Alors vous me direz pourquoi le syndicat, peut-être des enseignants, veut aller en grève. Peut-être qu'il a dû observer que quelque part, un syndicat est allé en grève, qu'il a eu des solutions ou pas. Peut-être qu'il a essayé de regarder à côté dans la sous-région, il a essayé de faire des comparaisons. Peut-être simplement que le panier de la ménagère sans ressent les problèmes que vit le pays. C'est tout ça, en fait, vous savez, les problèmes aujourd'hui, ils peuvent s'expliquer de plusieurs manières. Tout dépend de l'angle sous lequel on l'aborde. Merci. On a la chance d'avoir également l'UNTM avec nous, l'Union nationale des travailleurs, représentée par Agibou Boiré. Monsieur Boiré, comment expliquez-vous en tant que syndicat cette récurrence des grèves? On voit que les magistrats, ça c'est un syndicat autonome qui vient de finir une grève. Les enseignants dans les régions nord sont en grève illimitée. Les médecins également s'apprêtent à aller en grève. Alors comment est-ce que vous l'expliquez en tant que syndicat? Merci M. Touré. Évidemment, je suis là au nom du secrétaire général de l'UNTM, M. Yacouba Katile, qui a eu des empêchements, sinon il serait là. D'entrée de jeu, ce qu'il faut expliquer en matière syndicale, c'est qu'il y a des principes sacro-saints qu'on appelle la liberté syndicale. La liberté syndicale en vertu des conventions internationales qui autorisent chaque organisation syndicale à s'organiser, et à recenser ses revendications et à les conduire de façon libre, même si ces organisations sont affiliées à une centrale. Donc la centrale ne peut pas leur imposer une conduite à tenir, sauf à les recadrer lorsqu'il y a des débordements ou lorsqu'il y a des violations aux règles syndicales. Est-ce que la centrale soutient ces mouvements de grève? Bon, je vais en venir. Il faut d'abord situer l'origine de ces nombreux débrayages. Les remous sociaux ont une cause, certainement. Donc il faut aller à ces causes profondes, parce que la centrale, c'est quand même beaucoup de syndicats nationaux, en tout cas une centrale digne de ces noms. Nous pensons que le premier élément, c'est le non-respect des engagements souscrits
par les autorités lors des négociations. Parce que chaque fois qu'il y a des mouvements, avant la grève, il y a un préavis, il y a des négociations. Et très souvent, il y a des accords qui sont obtenus, mais on constate soit ces accords ne sont pas respectés, soit il y a un défaut de diligence dans la mise en œuvre des points d'accord. Donc ça peut être un premier élément qui explique. Un deuxième élément, on peut parler du non-respect des droits et des libertés syndicaux. Donc il n'est pas rare de rencontrer des employeurs qui s'immiscent dans les activités syndicales en violation des lois et de la réglementation en la matière, des employeurs qui essaient de créer des syndicats parallèles ou même des autorités à des plus hauts niveaux qui essaient de s'immiscer dans l'organisation des syndicats en essayant de diviser les travailleurs, ce qui va créer des problèmes d'ego, donc qui sont de nature à exacerber les crises. Un troisième élément aussi, ça peut être le manque de considération ou les ressentis de manque de considération de la part des travailleurs. Parce qu'un travailleur, quand tu es syndicaliste, c'est un rôle que tu joues à un certain moment. Et l'autre, qui est représentant de l'employeur, ce n'est pas parce qu'il vaut mieux que toi, seulement vous avez des rôles différents. Donc il faut que vous vous respectiez, il faut qu'il y ait la courtoisie et le respect mutuel. En ce moment, ça peut apaiser beaucoup de situations. Mais il se trouve qu'il y a des employeurs qui prennent de haut les syndicalistes, qui les prennent pour des bras cassés ou des gens qui n'ont pas de compétences ou qui sont là pour foutre la merde. Donc ça peut exacerber les tensions et les crises. Ça aussi, c'est une cause des mouvements. Il y a le déficit de formation aussi. Il ne faut pas se soustraire à ces obligations. Et le syndicalisme, c'est une profession qui doit s'apprendre. Donc, il y a l'obligation de former les syndicalistes parce que c'est vrai que beaucoup exagèrent et il y a des mouvements qui vont dans tous les sens en violation des règles syndicales. Donc, on va revenir tout à l'heure pour parler de droits et devoirs également. Tout à fait. Et des autres, le temps de faire réagir Djouramadi Sissoko de la Fédération nationale des parents d'élèves, la FENAPEM. Alors, M. Sissoko, on a vu que le Nord souffre. Il y a quand même depuis un moment, il n'y a pas d'école dans certaines, on va dire dans la quasi-totalité des régions nord. Comment est-ce que vous appréhendez cela avec cette grève illimitée des enseignants dans les régions nord? Bon, moi, d'abord, bonsoir à tout le monde et je vous remercie de m'avoir encore appelé une fois de plus. Je pense quand même que le problème, il faut aller un peu plus loin encore. Avant 1991, je crois que vraiment, il y avait les grèves n'étaient pas l'apanage des travailleurs chez nous ici, avant 1991. Donc, à partir de 1991, nous avons accédé à la démocratie. Quand même, ça a des implications. Et les gens maintenant sentent que maintenant, c'est le moment de réclamer leurs droits. Souvent, comme l'a dit mon petit frère, mon jeune frère, c'est-à-dire que maintenant, ils ont l'occasion et puis l'opportunité de réclamer ce qui leur dû. Donc, c'est tout à fait normal. Et moi, je suis vraiment d'accord avec eux. Mais c'est nous que ça gêne, surtout nous, les parents d'élèves. On ne peut même pas l'expliquer assez. Les parents d'élèves, parce que vous savez que l'école est le noyau le plus important. On pointe vers une année blanche dans ces régions-là. C'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que l'école est la base même du savoir dans un pays. Alors tous les autres secteurs peuvent peut-être aller en grève certainement pour des moments. Mais l'école, une fois que vous perdez le temps d'études, vous mettez l'enfant, vous handicapez l'enfant je ne sais pas comment il y a que les analystes qui pourront certainement nous dire de quoi il s'agit. Mais moi, je pense que vraiment, à mon entendement de néophyte, je pense que les temps d'études sont vraiment tout à fait inimaginables pour l'enfant. Alors, si on prend ces temps-là pour aller à la grève, ou bien pour... C'est tout à fait normal qu'ils aillent en grève, parce que c'est pour réclamer des droits pour les intérêts moraux. Est-ce que vous pensez qu'il y a de quoi aller en grève? Mais il y a de quoi aller en grève. Qu'il y a des droits qui ne sont pas respectés. Tout à fait. C'est la façon même d'aller en grève qui souvent vraiment pose problème. Parce que moi, je pense qu'un travailleur, quand même, il a droit de confort. Et puis nous sommes dans un pays... Je vois que le sociologue sourit, il a envie de réagir. Où souvent on décrète le bonheur d'une corporation, il y a un autre qui attend, il ne trouve pas. Bon, chacun maintenant, même le fossoyeur demandera un jour ses intérêts. Donc maintenant, mais moi je pense qu'il va falloir vraiment savoir raison garder et savoir comment mener cette grève-là. Et qu'on se mette ensemble et qu'on pas en parcimonie comme ça, disséquer les uns des autres, qu'on fasse ça ensemble, qu'on essaye vraiment de voir les intérêts de tous les travailleurs du Mali.
Merci, M. Sissoko. Khalifa Maïga de la Fédération nationale des diabétiques. Alors, les médecins s'apprêtent à aller en grève. Il y a même les CESCOM qui iront en grève cette fois-ci. Alors, quelles pourront éventuellement être certaines des conséquences sur le secteur santé? Bonsoir. Effectivement, les gens vont à la grève. Ces grèves-là ont des conséquences sur l'état de la population malienne. Parce que pour une fois, on ne parle même pas de service minimum. Oui, mais il y a les conséquences. Mais un État doit prévoir. Un État ne doit pas être un sapeur de pompiers. Parce que nous sommes dans un pays où l'État ne sait que résoudre cas par cas. Alors, si c'est par la force qu'on obtient les choses au Mali, mais pourquoi ne pas aller à la grève? Nous avons commencé les services. Moi, je suis enseignant de profession. En 68. Je suis curieux, excusez-moi de vous couper, de savoir si c'est par force qu'on obtient les choses. Pourquoi ces appréhensions-là? Mais parce que certains ont obtenu par la force. Certains, vous parlez éventuellement. Mais si les magistrats ont obtenu suite à des grèves, et que d'autres corporations ont obtenu à la suite des grèves, et pourquoi ne pas à la grève? Si nous prenons le cas des diabétiques, sur le plan sanitaire, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a une politique de lutte contre le diabète au Mali? Il n'y a pas une politique. Il y a eu un plan de stratégie qui a été adopté, mais il n'y a pas un degré d'application. Et alors que quand vous partez à la pharmacie, ou partout où vous allez, on dit que les diabétiques sont des riches. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est la maladie des riches. Mais aujourd'hui, tout le monde mange des pommes de terre. Il y a des appréhensions autour de cette maladie-là particulièrement. C'est ça. Donc, ce qui veut dire que ces grèves-là vont vraiment saper la population. Mais est-ce que nous nous posons la question, est-ce que ceux qui dirigent aujourd'hui sont concernés par la prestation de nos centres de santé? Mais une fois que les médecins vont en grève, même les CESCOM, ça ne concerne pas uniquement la diabétique à ce moment-là. Non, j'ai dit que ceux qui dirigent le pays, qui n'entendent pas... Et qui peuvent tomber malades également. Mais est-ce que, même s'ils tombent malades, est-ce qu'ils sont traités au Mali? Est-ce que leurs enfants sont dans les écoles maliennes? Voilà le problème. Merci. Ismaël Alassane, sociologue, est-ce que la crise en 2012 est un des facteurs qui peut expliquer tous ces mouvements? On est dans un pays en post-crise, il y a beaucoup de problèmes. Est-ce qu'on peut expliquer ces récurrences de grève par justement cette crise qui a débuté en 2012? Je ne pense pas. En fait, je pense que ce serait peut-être ne pas être simplement tenir compte de ce qui a existé pour penser que les grèves, en fait les grèves ont toujours existé. Pour le travailleur, la grève est un droit. Et les grèves, depuis que le Mali a existé, il y a eu des grèves. Peut-être la récurrence et la fréquence avec laquelle les grèves se font ne sont pas les mêmes d'une année à l'autre. Et ça, vous l'aviez dit, en fait, il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. Vous savez, aujourd'hui, quand on regarde du point de vue du sociologue, quand on regarde aujourd'hui les acteurs, les deux grands acteurs, c'est quoi? C'est les syndicats et le gouvernement. Ouais. On a comme l'impression que c'est deux adversaires. Or, c'est tout le contraire. C'est deux partenaires. Ouais. Le gouvernement, aussi bien que les syndicats, ont tous intérêt aujourd'hui que le Mali s'apaise. Que, comme vous dites, qu'il n'y ait pas de grève au niveau de la santé, qu'il n'en ait pas au niveau de l'éducation, oui. Qu'il n'en ait nulle part. Ça, c'est la volonté du gouvernement. Et c'est à cela que le gouvernement doit travailler. Mais c'est vrai qu'à regarder aujourd'hui la façon dont les grèves sont gérées, on a comme l'impression, comme M. Maïga l'a dit, que le gouvernement joue aux sapeurs-pompiers. Et c'est ça qui est un peu regrettable. Parce que, oui, parce qu'en fait, s'il faut attendre que les gens aillent en grève pour se mettre à table, ça fait que forcément, à partir de la grève, il faut aller à table. Mais il faut avoir une analyse globale de la situation d'ensemble. Il y a des secteurs sociaux aujourd'hui qui doivent
moins ressentir cette question de grève. L'éducation, le doyen a parlé de l'éducation, mais il n'y a pas que l'éducation, la santé. Si les médecins arrêtent, tout le monde est dans la précarité. On a vu que le pays a été paralysé. Les magistrats ont arrêté, il n'y a plus de casier judiciaire, il n'y a plus de certificat de nationalité. Exactement. Donc il n'y a pas un corps dont la grève peut contenter le gouvernement. C'est pourquoi, à mon sens, du point de vue de l'analyse des acteurs parties prenantes, le gouvernement doit s'efforcer aujourd'hui à avoir plus d'écoute et d'anticipation pour éviter que les gens n'aillent en grève. Parce qu'une fois que les gens sont partis en grève, quelque part le mal est déjà fait. Et c'est à cela que les acteurs, y compris les syndicats, doivent travailler. Merci Ismaël Alassane. Je vous suggère, messieurs, de prendre quelques secondes de pause et nous reviendrons continuer cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Pourquoi le Mali connaît autant de grèves? C'est le thème du grand dialogue aujourd'hui. Nous recevons Agibou Bouaré de l'UNTM, Khalifa Maïga de la Fédération nationale des diabétiques, Ismaël Alassane, il est sociologue, Djoukamadi Sissoko de la Fédération nationale des parents d'élèves. Merci monsieur de partager votre expertise avec nos auditeurs. Je reviens vers l'UNTM justement. Quelles sont les principales revendications qui sont communes à tous ces travailleurs-là qu'on voit aller en grève? On parle beaucoup de salaire, on parle du panier de la ménagère qui s'alourdit de plus en plus, le sociologue l'a dit tout à l'heure. Tout à fait. Effectivement, c'est la raison fondamentale des mouvements de grève, c'est la recherche du bien-être pour les travailleurs. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que la grève n'est pas un objectif pour un syndicaliste. C'est juste un moyen de lutte, un moyen de revendication. Donc, avant d'arriver à la grève, il y a beaucoup de tractations. Il y a beaucoup de tractations, les cahiers de doléances sont déposés, il y a des lettres de relance, des courriers de relance, des rappels. Mais est-ce que les travailleurs maliens sont exempts de toute critique justement? On parle beaucoup de corruption dans le secteur des fonctionnaires notamment. Est-ce qu'aujourd'hui on ne doit pas d'abord assainir? Est-ce que les travailleurs ne doivent pas penser à leurs droits avant de réclamer leurs devoirs, à leurs devoirs avant de réclamer leurs droits? Non, évidemment, tout citoyen doit penser à ses devoirs. Tout citoyen, à commencer par le gouvernant. C'est eux qui doivent donner le bon exemple. Et ça fait d'ailleurs partie de l'une des raisons des mouvements de grève. Parce que quand les gens estiment que ça ne va pas dans les pays, mais au niveau des gouvernants, tout se passe comme s'il n'y avait pas de problème dans les pays. Alors, on voit que certaines revendications, la plupart d'ailleurs des revendications sont communes. Il y a bien entendu des particularités entre les corps. Est-ce qu'on peut dire un peu que les syndicalistes ont échoué puisqu'ils n'arrivent pas à faire front commun, à avoir une lutte commune pour l'ensemble des problèmes qu'il y a au niveau des travailleurs? Non, même s'il y a des syndicalistes. Les syndicalistes n'ont pas échoué. Ce que je peux dire, c'est que à un certain moment, les gouvernants, ils se sont pris dans leur propre piège. Parce qu'à un certain moment, on a pensé qu'en divisant les travailleurs, en encourageant l'émiettement syndical, on pouvait trouver la solution aux grèves. Or, contrairement, ça produit l'effet contraire, un effet de boomerang. Or, si on avait organisé tous ces mouvements dans le cadre d'une grande organisation, comme c'était le cas en 1991, si vous voyez que l'UNTM a pu amorcer la démocratie à travers une grève générale, parce que c'était l'unique centrale. Donc, et les syndicalistes, ça repose sur la solidarité. C'est pas autre chose. C'est pas en divisant les travailleurs qu'on peut trouver la solution. Or, à un certain moment, les gens ont pensé que la politique de diviser pour mieux régner, c'est ce qu'il fallait pour pouvoir contenir les mouvements syndicaux. On se rend compte aujourd'hui que ça va dans tous les sens. Il y a des organisations qui s'appellent centrales, du sommet à la base. Or, une organisation syndicale, c'est de la base au sommet. Donc, il faut tout faire pour réunir les salariés. Et les revendications communes, généralement, c'est des revendications liées au salaire, les primes. Donc, tout tourne autour des questions de bien-être, de rémunération. Donc, dans ces conditions, si le pays est en difficulté, il est normal que les gens jouent carte sur table, que les gens s'asseyent, que chacun fasse des concessions. Or, les travailleurs ont l'impression à un certain moment que les sacrifices n'est demandé qu'aux pauvres.
et les riches continuent leur train de vie normal, comme si de rien n'était. Et comme l'a dit mon grand frère, il y a certaines organisations qui poussent le gouvernement et qui les mettent dos au mur et qui obtiennent ce qu'elles veulent. Donc ça va créer un effet boule de neige. Donc il y a tout cela à voir. Heureusement, récemment, il y a une nouvelle approche qui a été soumise aux organisations syndicales, c'est de faire une analyse globale des salaires au Mali, pour éviter que chaque corporation se lève pour aller demander pour sa part. Parce que, voilà, tout à fait. Merci. Khalifa Maïga, on a vu que certaines régions du pays sont à la recherche encore de services sociaux de base. Est-ce que vous pensez que ces grèves récurrentes les arrangent, eux, qui n'ont même pas le minimum déjà pour vivre décemment, hein? Je parle particulièrement des régions du Nord, par exemple. Est-ce que cette grève, hein, vous êtes, je rappelle, de la Fédération nationale des diabétiques, est-ce que cette grève des médecins va les arranger, eux qui sont... particulièrement à la recherche déjà du normal. La grève n'a jamais arrangé la population pauvre. Est-ce qu'elle arrange même les riches, justement? Non, mais les riches s'en fichent aujourd'hui. Le problème, c'est ça. Mais imaginez, après les événements de 91 ou 92, un de nos dirigeants disait que si vous ne partez pas à l'école, nos enfants viendront vous gouverner. Parce que les écoles étaient fermées au Mali. Oui. Où se trouvaient les enfants? Hein? Est-ce que justement... oui, mais si nous prenons le cas du Nord, moi j'ai servi au Nord de 68 et de 73 à 80. Mais on n'avait qu'un minimum de salaire. Mais nous partageons ce salaire avec la population. Oui. Moi je soignais la population à travers mes relations personnelles. Jusqu'à ce qu'on croyait que c'est l'État qui me donnait des médicaments pour soigner la population. Parce que j'avais la vocation. Mais aujourd'hui, est-ce que les gens ont la vocation? La volonté. Parce que chacun vient pour... Hein, c'est comme le révolutionnaire et le mercenaire. Aujourd'hui, nous n'avons que des mercenaires. Ils viennent uniquement pour de l'argent. Quand tu paies de l'argent pour avoir un diplôme, ce n'est pas le mérite. Oui. Donc c'est pour, en ce moment, une fois obtenu le diplôme, tu vas chercher à rentabiliser ton diplôme. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il n'y a pas de vocation. Merci. Djoukamadi Sissoko de la FENAPEM, est-ce que finalement ça ne devient pas une question d'éducation également, hein, parce que, comme M. Maïga l'a dit, quand on voit que l'ambition n'existe plus. Bon, moi je vous dis, moi j'en veux sincèrement aux responsables, aux premiers responsables. Mais justement, avant d'en arriver là, justement, quels sont les droits, hein, du citoyen face à ces grèves récurrentes? Quels sont les devoirs, on va dire? Les devoirs d'abord d'un citoyen, c'est de servir d'abord sa nation. Est-ce qu'au Mali, sa nation d'abord et maintenant sa personne après. Est-ce qu'aujourd'hui, au Mali, les travailleurs sont exempts de toute critique? Justement, c'est là où moi je dirais que j'en veux aux responsables. Parce qu'eux, ils se servent d'abord. Et je me demande même, est-ce qu'ils sont encore dans la dimension de donner, de transférer les compétences, des ressources et des matériels aux collectivités territoriales? Parce que c'est eux-mêmes qui créent ces grèves-là, qui occasionnent ces grèves-là. Je vais te donner un exemple. L'IFM de Kati, leur bourse, ce sont des enfants qui sont venus de part et d'autre, et puis ils sont à Kati là-bas, ils n'ont même pas de logeur officiel. Donc ils sont à la merci des difficultés et ils n'ont même pas de quoi pour aller chercher à manger. Et encore le vin, leur bourse d'étudiants encore n'a pas encore été établie par la comptabilité. Ça veut dire quoi? On crée des problèmes? Moi je me suis déplacé pour aller leur dire, attention, ce sont des élèves qui sont là, ils n'ont pas de parents. Si jamais vous ne réglez pas leurs problèmes, ils vont aller en grève. Et effectivement, à la fin du mois, ils sont partis en grève. Mais est-ce que l'État aujourd'hui a les moyens de satisfaire les revendications des travailleurs? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de moyens qui se pose? L'État vit au-dessus de ses moyens. C'est pas le syndicaliste là, je sais qu'il peut en dire beaucoup de choses. Quand vous voyez dans les départements de l'État ou dans les départements de services où le café et le Lipton coûtent 10 millions, et alors, pardi, où est-ce qu'on est? Et nous autres là, les pauvres, là, comment nous allons vivre? De quoi nous allons vivre? De nos excréments? Excusez-moi du vocable. Mais moi je dis qu'il ne faut pas blaguer avec les revenus des gens. Ils ont droit à ça, donnez-leur ça, ils ont droit à ça. N'attendez pas qu'ils viennent d'abord vous jeter des pierres pour en ce moment régler leurs problèmes.
Et depuis que nous sommes parvenus en 91 sur ce qui se passe au Mali, on ne pense qu'à soi-même. Au regard de la crise sécuritaire aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités telles que les priorités sécuritaires par exemple? Justement, ce que je veux te dire encore qui est très grave, c'est qu'ils sont en train de mendiantiser le Nord. Le Nord est en train de passer comme des mendiants maintenant. Tout le monde vient déverser maintenant des aides là-bas. Et les gens ne travaillent même plus. L'école a souffert là-bas dans toutes ces dimensions là-bas. Dans tous ces casiers dans le Nord. L'école qui, je le rappelle, ne fonctionne pas. Et même maintenant, malgré que des syndicats soient venus à la négociation et tombés d'accord, des syndicats dans le Nord disent encore que non, ils ne sont pas d'accord parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ces gens-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme l'a dit les jeunes frères, il faut vraiment, c'est des règles à respecter. Il faut vraiment que les gens prennent connaissance d'abord de ça et puis le savoir. Parce que le leadership fait que les gens sont partis en... Dans tous les Donc sens. ils sont partis dans tous les sens et chacun pense que bon, si je n'arrive pas à faire mon machin ici, je vais créer un autre syndicat là-bas, et c'est comme ça que la multitude de ces syndicats là en réalité, c'est des intérêts personnels. Actuellement vous avez 66 000 associations GIE, amicales et consorts au Mali. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ne pensent qu'à eux seuls, et ce sont ceux-là même qui nous gouvernent qui ont donné cette occasion là. Ils font des heureux d'un jour et les malheureux de l'autre jour. Parce que bon, quand vous ne criez pas, vous n'obtenez rien. Merci M. Sissoko. Ismaël Alassane, vous êtes sociologue. Est-ce que vous pensez que l'État aujourd'hui a les moyens d'améliorer les salaires? On voit souvent les fonctionnaires maliens le dire. Moi, je l'ai vu dans le cas des magistrats qui ont demandé un alignement sur d'autres pays de la sous-région avec lesquels le Mali n'a pas forcément les mêmes moyens. Est-ce que l'État malien a les moyens d'améliorer les salaires de manière significative? Bon, sur la, vous savez, la question, on peut donner plusieurs réponses dépendant de l'angle sous lequel on l'aborde. Mais pour essayer d'aller vers le juste milieu, je pense qu'aujourd'hui, la question que vous me posez, en fait, vous connaissez, l'État n'a sûrement pas les moyens. Je ne suis pas l'État, je ne suis pas le gouvernement, mais on est censé comprendre que l'État n'a pas les moyens de répondre à toutes les sollicitations salariales qui lui sont faites. Il reste que l'État doit se donner les moyens de questionner son système, son approche, pour voir pourquoi tout le monde demande. La façon de procéder, est-ce qu'elle est la meilleure? Parce que même si on est de bonne foi, on peut penser que les travailleurs, ce qu'ils demandent, c'est une amélioration du mieux-être. Le gouvernement, en principe... On a vu d'ailleurs un effet de contagion. On a vu le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Niger également, où les grogne sociales s'amplifient dans ces pays-là. Oui, effectivement, souvent les travailleurs, bon, c'est vrai que les syndicats sont dans le rôle de réclamer, de demander une amélioration des salaires, une augmentation des salaires. C'est vrai, en même temps qu'il faut dire comparaison n'est pas raison. C'est-à-dire je ne peux pas regarder mon salaire et regarder le salaire de mon homologue du Bénin pour essayer de faire une comparaison. Nous ne sommes pas dans les mêmes contextes, dans les mêmes environnements. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Il y a le PIB et tous les autres éléments qui entrent en jeu dans l'analyse. Nous ne sommes pas préparés à ça pour en débattre. Mais je dis, le gouvernement a le devoir de questionner son approche, sa façon de faire. On peut penser que ce n'est pas normal que tous les syndicats partent. Parce que tous les syndicats ne sont pas contre le Mali. Ils ne veulent pas que le Mali se transforme en enfer. Le Mali, il est leur, c'est leur pays. Mais ce qu'ils disent, l'État, le gouvernement, je vais dire, doit se donner les moyens de parler, parce qu'on dit que c'est des partenaires sociaux. Le gouvernement doit se donner les moyens de parler avec les syndicats pour leur dire ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, en l'état actuel des choses. Le Mali est un pays, les gens disent post-crise, on est toujours dans la crise. Nous sommes dans la crise, le gouvernement doit tenir le langage de la vérité pour que l'ensemble des syndicats, tous les travailleurs, comprennent qu'est-ce que l'État peut, qu'est-ce que l'État ne peut pas. Au demeurant, comme un de mes prédécesseurs l'a dit, les gouvernants doivent
améliorer, disons, montrer le meilleur exemple. Quand eux-mêmes ne s'appliquent pas la rigueur ou le train de vie qu'ils veulent que les Maliens adoptent, quand ils ne se l'appliquent pas, c'est difficile que les travailleurs comprennent cette logique. Donc les dirigeants doivent donc donner l'exemple. Sur ce, on va observer quelques secondes de pause. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Pourquoi le Mali connaît autant de grèves? C'est le thème du grand dialogue d'aujourd'hui. Nous avons également les syndicalistes avec nous. Agibou Boiré de l'UNTM. Agibou, je vous ramène la même question. Est-ce qu'il est censé d'ailleurs pour le fonctionnaire malien ou le travailleur malien de demander un alignement sur par exemple le fonctionnaire de la Côte d'Ivoire quand on sait que les deux pays n'ont pas les mêmes moyens et que les réalités sont totalement différentes? Bon, moi je retourne la question. C'est une question de preuve. Il faut prouver que l'État n'a pas les moyens. Or, les critères d'appréciation des travailleurs, c'est le train de vie de l'État. Vous pensez que l'État au Mali a un train de vie trop élevé? Non, bon, trop élevé, ça, je ne vais pas aller jusque-là, mais ça ne se fait pas ressentir en tout cas sur le fonctionnaire malien. C'est le train de vie d'un État qui n'a pas de problème. Or, on s'évertue à expliquer aux travailleurs que le pays a des problèmes. Le problème, c'est à ce niveau. Donc, lorsque ça ne va pas dans une famille, c'est les chefs de famille qui donnent le premier exemple. En ce moment, tout le monde est obligé de faire des concessions. Mais lorsque le train de vie de l'État est normal, il y a des missions normalement, il y a des primes au niveau de l'Assemblée nationale normalement, qui sont même doublées ou quintuplées. Donc, pourquoi les travailleurs vont se priver de demander une amélioration de leur salaire? Le problème, c'est à ce niveau. Donc, il est important de voir aux syndicats, non pas des ennemis de la nation, mais c'est les fils du pays et c'est des partenaires sociaux, comme l'a dit le sociologue. En fait, nous ne sommes pas des ennemis de l'État. Nous ne sommes pas on peut pas... Est-ce qu'il est possible que les mouvements syndicaux puissent, les mouvements syndicaux puissent justement s'allier pour faire front commun? Justement, c'est ce que j'ai dit. Quand j'ai dit l'État s'est pris dans son propre piège, parce qu'à un certain moment, il y a des oiseaux de mauvais augure qui ont conseillé de diviser, de créer une multitude de soi-disant centrales. Et en ce moment, on voit les faits. À l'époque, on leur a dit, vous aurez pendant tout votre mandat à gérer des cahiers de doléances. Est-ce que les syndicalistes travaillent ensemble, UNTM, CSTM? Non, je vais vous donner un exemple très simple. Et même les syndicats quand l'UNTM a posé son cahier de doléances, c'était une trentaine de revendications. Sur les 30 points, pratiquement, il y avait 26 qui ont obtenu satisfaction. Mais il y a d'autres centrales qui se sont levées pour poser les mêmes problèmes. Voilà. Et le gouvernement a accepté d'engager des négociations avec ces gens, sachant bien que c'est des points qui ont fait l'objet d'accords avec l'UNTM. Ça, c'est quel jeu? C'est de l'amusement, c'est de la plaisanterie. Donc c'est ce qui se passe en ce moment. L'UNTM n'a pas de... Quand l'UNTM gagne quelque chose, c'est tous les travailleurs du Mali qui gagnent. Donc ce n'est pas la peine d'encourager d'autres organisations à venir déposer d'autres cahiers de doléances sur les mêmes points. Donc en ce moment, ça va naturellement échapper. Donc c'est ce qui se passe en ce moment. Sinon, l'idéal, c'est que les organisations, les syndicats nationaux se retrouvent dans une vraie centrale syndicale et qui va recenser les doléances, qui va les filtrer et qui va les poser. En ce moment d'ailleurs, sur la base de la solidarité forte. Parce que si vous êtes nombreux, vous êtes plus puissants. Mais si vous êtes émiettés, vous n'avez aucune chance de faire aboutir. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est la meilleure approche d'organiser les travailleurs et puis d'instituer un cadre de dialogue social. Parce que nous, on a toujours dit le dialogue social avant tout. Parce que la grève, ce n'est pas un objectif. On ne peut pas être fier d'une grève en tant que syndicaliste. L'État a quand même fait des efforts sur certains points, avec certaines revendications satisfaites, vous l'aviez dit tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et les efforts ont été faits, il faut les reconnaître. Il ne faut pas jouer à la démagogie quand on est syndicaliste. Oui. Il faut reconnaître ce qui a été fait. Il y a eu des acquis. Donc, et puis, on ne peut pas tout avoir tout d'un coup. Mais, comme l'a dit mes prédécesseurs, c'est une question d'approche globale.
Donc, il ne faut pas laisser l'impression que c'est sous la pression qu'on cède. Il faut poser le problème en toute responsabilité et dans le cadre d'un dialogue social sincère et franc, et puis trouver les solutions idoines aux problèmes. Merci. Agibou Maïga, comment justement éviter beaucoup de préavis de grève, surtout en même temps? Là, les médecins vont aller en grève, l'école au nord qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour éviter tout ça? Moi, je pense qu'il faut sensibiliser. Et il faut jouer franc. Et les travailleurs et le gouvernement. Et le gouvernement, qui s'assied autour d'une table et qu'ils débattent le problème et qu'ils se proposent une solution définitive. C'est à cela que tout va bien. Mais si vous voyez même les grèves là, quelles sont les couches qui grèvent et celles qui ne grèvent pas? Parce que celles qui ne grèvent pas se trouvent dans l'aisance. Mais la couche qui grève observe l'autre couche. Et moi, je pense que c'est comme une injustice dans une famille, c'est comme les favoris et les défavorisés. Merci. Djoukamadi Sissoko, comment éviter tous ces mouvements de grève, comment pouvoir améliorer la situation? Moi, je crois qu'il est temps de sonner la fin de la récréation. 91. Comment est-ce qu'on peut faire pour atténuer les souffrances? Mais il faut montrer force et doit rester à la loi. Quand vous allez en grève et quand on coupe vos émoluments, pourquoi encore les rajuster, vous les donner encore? Et généralement, l'État fléchit encore. Bon, moi je ne dis pas d'aller en grève, mais je ne conseille même pas d'aller en grève. Parce que pour moi, il faut s'asseoir. Et moi, ce que je veux te dire aujourd'hui concernant les enseignants, nous, parents d'élèves, on n'était pas au courant de leurs problèmes au niveau de l'école, on n'était pas au courant de pas mal de problèmes. Et maintenant, au nom de la société civile, nous voulons nous impliquer maintenant avec eux, contre le gouvernement. Dire au gouvernement ce qui ne va pas. Dire aux enseignants aussi d'éviter la posture. Je ne fais pas ça tant qu'on ne me donne pas ça. Non, je vais en grève après-demain parce que l'autre est parti en grève. Non, ce n'est pas ça. Dans tout ça, c'est l'enfant que l'on doit préserver. Parce que quand on ne préserve pas l'école, les temps d'études, l'enfant va à l'eau. Donc moi je pense qu'il est temps maintenant que l'on fasse... Quelle est la solution pour les régions nord tout de suite là, mais la solution connaissent une situation c'est parce que jusqu'à présent on n'arrive pas à régler même le problème du nord, ça nous dépasse même nous maintenant ici. Nous sommes en train de regarder, on dirait dans un match de ping-pong là, où on a la tête tournée comme ça, là, on est en train de regarder ça et là. Donc moi je pense que maintenant il faut se dire la vérité. Que le président soit une bonne fois ferme et qu'il dise la vérité aux gens. Il écoute souvent de ses conseillers qui en réalité ne veulent pas vraiment le bonheur du Mali parce qu'eux ils ont les leurs d'abord, ils s'en fichent du reste. C'est le Benjamin de leur souci que de s'inquiéter de ceux qui arrivent à Trodo ou à Ngaramadivi. Justement, M. Sissoko, ça ne nous dit toujours pas comment faire pour rouvrir l'école dans la région nord. Il faut être franc avec les gens. Souvent, je vous dis une chose, souvent ils font des arrangements, ils conviennent, ils font des conciliations avec les syndicats. Mais ils ne mettent pas ça en pratique. Ça veut dire quoi? Que quelqu'un n'a pas fait son rôle quelque part? Ou bien des responsables qui disent qu'ils ne cachent toute la vérité au ministre, le ministre ne sait même pas, et c'est au cours de la conciliation que le ministre se rend compte que il y avait tel problème qui était posé et que lui n'était pas au courant. L'année scolaire peut être sauvée? Est-ce que l'année scolaire peut être sauvée? Bon, ça va être difficile parce que les gens ont pris maintenant des habitudes. Et même à Bamako, quand tu laisses un terrain en jachère, la mauvaise herbe pousse. Et actuellement au Mali, nous avons des gens difficiles. Même quand ils gagnent un match de football, ils cassent on va où? On est où là? Donc maintenant ça va être vraiment difficile et il faut maintenant trouver un langage franc et rehausser les salaires des gens et contrôler l'économie du Mali. Tant qu'on ne fera pas ça, vraiment les gens ne seront jamais satisfaits. Non, on revient encore au propos de Ismaël Alassane qui est sociologue. Ismaël Alassane, comment atténuer aujourd'hui les souffrances des Maliens et aller vers une normalisation de la situation? Non, très bien. En fait, la situation est tellement complexe qu'il faut serrer les problèmes et voir par où commencer. Mais j'ai dit, on a l'impression qu'il n'y a que la racine de tout ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Le peuple malien a besoin de vérité. Il n'y a pas plus de patriotes ailleurs qu'au Mali. Non. Les Maliens, ils comprennent la vérité lorsqu'elle est tenue. Moi, je pense que le gouvernement
à mon sens, le gouvernement doit tenir le langage de la vérité. Vous pensez que notre gouvernement ne dit pas la vérité? Je pense, c'est mon avis. C'est mon avis de le regard du sociologue quand je vois la façon dont les choses sont gérées. Je pense qu'il y a la question de 2 poids 2 mesures. Pour X, on résout. Est-ce que toutes les priorités gouvernementales aujourd'hui ne sont pas centrées vers la stabilisation en question sécuritaire et la récupération totale de certaines parties du pays? Est-ce que cela ne compte pas? Si toutes les priorités sont centrées vers la sécurisation des personnes et de leurs biens, ce n'est pas de trop. On n'a pas l'impression que c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, vous dites quelque chose de tout à fait dramatique. La situation de l'école dans les régions du Nord, elle est dramatique. Au point que souvent, on se pose la question, qu'est-ce qui peut être la solution? Mais aujourd'hui, il faut faire des choix. Les enseignants qui sont là-bas, qui cherchent à améliorer leurs conditions, l'État doit regarder dans une question de solidarité nationale, et ce n'est pas les autres enseignants qui vont s'y opposer. Lorsque les raisons sont expliquées, parce que ces gens sont dans des conditions difficiles, ils peuvent, par un système de solidarité nationale, voir comment est-ce que l'école peut reprendre à ce niveau. Parce que quelque part, on est en train de plomber, en fait, de plonger cette partie du Mali à moyen et long terme dans l'obscurantisme, dans l'aveuglement, parce que s'il n'y a pas d'éducation, il n'y a rien. Je pense que tout dépend véritablement de la posture que le gouvernement devrait adopter par rapport aux syndicats aujourd'hui, qui à tort ou à raison veulent aller en grève, mais si le langage de la vérité est dû et leur est expliqué, le peuple malien est témoin. Si c'est le gouvernement qui fait de la surenchère ou les syndicats, on le saura. Mais dans tous les cas, le dialogue, il n'y a pas d'alternative au dialogue. Merci. Je pense qu'il faut y aller. Merci beaucoup. Agibou Boiré de l'UNTM, quels sont les compromis que les travailleurs peuvent faire aujourd'hui? Bon, moi je pense que les travailleurs ne sont pas opposés. Au nom de la grande stabilité tant recherchée. Naturellement, on en a conscience. Nous sommes des citoyens de ces pays. On ne peut pas faire autrement. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut donner le bon exemple au lieu de donner des bonnes leçons. Le problème, c'est à ce niveau. Lorsque ça ne va pas dans les pays, il faut que... Cela vaut pour les travailleurs également, Naturellement, c'est ce que j'ai dit. Et ça va m'amener au problème de formation des syndicalistes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lèvent aujourd'hui, qui se disent syndicalistes, ils n'en sont pas un. C'est par rapport à des problèmes personnels ou à des règlements de comptes, souvent. Donc ça, nous avons conscience de cela. Mais pour que tout cela soit recadré, il faut vraiment un dialogue franc avec les partenaires. Comme on l'a dit, on est toujours des partenaires. On a vu plusieurs états généraux dans le pays, états généraux de la décentralisation, etc. Est-ce qu'il est possible de faire le même exercice pour ce qui est des centrales syndicales? Bon, oui, pourquoi pas. C'est toujours utile de dialoguer. Ce n'est jamais de trop d'engager le dialogue avec les composantes de la société. Si ça ne participe pas à résoudre les problèmes, ça ne peut pas aggraver. Et moi, je pense que le milieu syndical a besoin d'être réorganisé aujourd'hui autour de vraiment des critères objectifs. Est-ce que face aux priorités, les travailleurs peuvent suspendre, les travailleurs de tous bords, médecins, enseignants, etc., peuvent ou doivent suspendre leur mot d'ordre de grève pour d'abord aller à une normalisation du pays avant de réclamer quoi que ce soit? Est-ce que ce n'est pas ces priorités, entre guillemets même, qui poussent les gens à aller en grève? En fait, c'est ça. Parce que je n'avais pas envie de le dire. Quand des gens prennent des armes pour avoir des droits dans un pays, et les autres vont se dire, nous, on n'a certainement pas les moyens de prendre des armes, mais notre droit, c'est d'aller en grève. Donc, il faut mettre tout cela ensemble.
et engager un véritable débat national sur la question. Le terrorisme, c'est partout dans le monde. On peut lutter contre le terrorisme. Mais il ne faut pas que des bandits armés prennent des armes pour mettre l'État à genoux. Merci beaucoup, monsieur. Ceci met un terme à notre émission d'aujourd'hui. Merci, monsieur, d'avoir partagé votre expertise avec nous. Cette émission a été réalisée par Ibrahim Aran Diallo. Nouhoum Djiré était à la mise en onde. Mamadou Ouattara à la régie vidéo. Je suis Ousmane Diadje Touré. À demain pour une autre émission. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.